Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, j'accueille avec moi Karine Cavalcanti. Bonjour Karine, Bonjour Corinne. bienvenue ici. Je suis contente de t'accueillir. Aujourd'hui, on va avoir une belle conversation féminine. On va parler ensemble de sagesse que tu as rencontrée dans ta vie, des enseignements sur les sagesses matriarcales et comment, à travers la voie du Tantra Yoga notamment, donc tu vas nous en parler, comment ça peut nous aider en tant que femmes à reconnaître, récupérer le pouvoir de notre cyclicité, de nos cycles féminins, de notre énergie féminine dans notre corps, dans nos vies. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur sur le podcast Féminité en conscience. Donc je suis très heureuse de pouvoir venir échanger avec toi sur ces enseignements précieux qui sont encore transmis aujourd'hui dans notre société moderne dont on a beaucoup besoin. Donc, Karine, ben, tu es justement autrice. Tu vas nous parler un petit peu des belles choses que tu as créées déjà et tu es formatrice et chercheuse sur ces sujets de sagesse matriarcale et de tantra yoga matriarcal. Et tu enseignes, tu reçois les femmes aussi en privé, tu vas nous en parler. Donc, je suis vraiment curieuse de voir avec toi comment c'est arrivé dans ta vie et comment tu es rentré en contact avec des enseignements qui sont anciens, qui sont donc encore présents sur la planète. Je suis curieuse de voir un petit peu où est-ce que tu as eu accès à ces enseignements et puis qu'est-ce que ça t'a amené en fait dans ton propre corps, dans ta reconnexion à ta féminité pour que ça puisse vraiment donner aussi une touche personnelle, concrète de qu'est-ce que ça nous apporte dans nos vies pour que ben, aujourd'hui tu le partages avec de nombreuses choses, on va en parler. Mm. Merci beaucoup Corinne. D'abord, bonjour à toutes et merci vraiment du fond du cœur Corinne pour cette invitation. Je suis super en joie et très émue aussi d'être ici dans ton émission. J'aime beaucoup tout ce que tu partages et c'est toujours très riche, voilà, des partages très riches et précieux autour de l'énergie féminine et qui à chaque fois enrichissent un petit peu plus voilà, notre compréhension, notre connexion. Enfin, j'aime beaucoup t'écouter, vous écouter avec les femmes que tu invites. Et je suis ravie d'en faire partie. Alors, euh, alors, pour me présenter peut-être un petit peu, donc je m'appelle Karine Cavalcanti. Je suis à l'initiative avec mon compagnon Glober du mouvement Terra Samambaya qui a initié donc en 2019. On a voulu proposer un espace en fait de justement reconnexion à ces sagesses matriarcales. Donc on l'a pas formulé vraiment comme ça à l'origine, mais c'est vraiment un espace en tout cas de pour pouvoir reconnaître cette cyclicité qui nous habite et qui régit le vivant. Donc reconnaître cette énergie de vie en nous et se reconnecter à ces rythmes qui sont les rythmes du cosmos, les rythmes de la Terre, les rythmes du vivant. Donc vraiment proposer cet espace d'abord de reconnexion, de reconnaissance et de transformation aussi, voilà, de déconstruction et de transformation aussi de ce qu'on a reçu, de ce bagage patriarcal qu'on a reçu. Donc ça a commencé avec d'abord en proposant un support pour observer et observer son cycle en fait, tout simplement partir de qui l'on est, de quelle est l'énergie qui nous habite, parce que du coup on a toutes et tous un cycle, mais il se manifeste différemment chez chacune et chez chacun. Donc, l'idée, c'était de permettre déjà de proposer cet espace aussi concret, physique, donc à travers un livre qu'on a appelé le Journal de la Shakti, qu'on a édité pendant 3 années, qui a permis du coup de... Alors, je vais juste le montrer. Oui, C'était et oui, un petit peu quel à quoi ça va. travail fabuleux vous avez fait. Ouais, Le wow. Journal de la Shakti et dans cet ouvrage, alors, des marque-pages, voilà, ça se présente sous la forme d'un agenda avec des, des roues pour pouvoir du coup observer son énergie cyclique. Donc c'est vraiment l'idée de repartir de soi, de l'énergie qui nous habite. Voilà à quoi ça ressemble et après en le remplissant, on peut mieux comprendre en fait qu'est-ce qui fait notre unicité aussi, qu'est-ce qui fait que notre énergie est unique. Hmm. Donc, c'était un petit peu cette première étape avec aussi des transmissions autour de
justement de ces potentiels, de ces pouvoirs du corps féminin dont on va parler ici dans cette émission. Donc, ça a été le début du mouvement Terra Samambaya, mais dans l'idée, c'était aussi de pouvoir proposer des espaces donc, de reliance pour cheminer aussi ensemble dans cette reconnexion à nos pouvoirs féminins. Et aussi aux savoirs matriarcaux, donc c'est donc reconstruire en fait ces savoirs qui viennent de notre corps, de l'observation fine de notre corps, qui viennent de notre propre expérience féminine en fait, c'est redonner une voix aussi à nos expériences féminines et vraiment repartir de l'empirisme, repartir du bas en fait de la matière, de ce qu'on expérimente dans notre corps pour pouvoir reconstruire ces savoirs qui nous ont été dissimulés, enlevés, enfin à travers l'histoire patriarcale. Et aujourd'hui, on a tendance des fois à s'en remettre aussi à l'extérieur pour mieux comprendre comment on fonctionne. Donc là, c'était vraiment l'idée de repartir de soi. Donc de retrouver ce que chacune et chacun a en soi, en fait, déjà. C'est tellement important, oui, oui, oui. Oui. Puis je pense ça va être quelque chose dont on reparlera dans l'émission parce que c'est vraiment le cœur de toutes les problématiques féminines que vivent les femmes aujourd'hui et qui les amènent souvent à justement avoir une ouverture de conscience, un besoin de comprendre, un besoin de soins holistiques. Donc, c'est tellement essentiel de ramener ces enseignements dans notre société moderne pour que les femmes puissent avoir la confiance, l'assurance, puis la curiosité de petit à petit venir regarder en elles, regarder dans leur corps pour retrouver euh, cette source, quoi, Oui, ouais. exactement. C'est ça, c'est ce mouvement de tourner le regard vers l'intérieur. Et tu me posais la question, là, je me suis rappelée, tu posais la question de comment j'en suis venue justement à ce chemin-là, à cette voie-là à transmettre aussi autour de cette voie-là des sagesses matriarcales. Et on va parler aussi de ce qu'est le matriarcat, parce que je pense que c'est un mot qui n'est pas toujours bien compris. Donc, c'est important de démystifier un petit peu aussi tout ce qu'il y a autour du mot matriarcat. En fait, c'est vraiment ce changement de regard. Donc moi, à la base, j'ai un parcours plus académique, donc vraiment de chercheuse académique, où j'ai fait une thèse de doctorat en géographie politique qui m'a amenée à voyager en Inde. Donc c'était une thèse sur les rapports de pouvoir autour de la restauration d'un fleuve. Donc c'était vraiment au niveau du territoire, des rapports de domination autour d'un territoire. Donc ça m'a amenée vraiment à observer le monde dans ce prisme-là aussi des rapports de pouvoir, des rapports de domination. Mm. Donc, il y avait aussi mon côté militant qui pouvait s'exprimer à travers cette recherche-là. Et en parallèle, j'ai du coup commencé à pratiquer le yoga en étant en Inde, en habitant en Inde. J'ai habité pendant 5 ans de manière discontinue en Inde. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup nourri aussi, donc une pratique de hatha yoga assez classique, assez traditionnelle. Et je sentais du coup petit à petit que c'était des cheminements qui se faisaient un peu en parallèle, mais que j'arrivais pas bien à faire cette intégration entre les deux, mais en cheminant avec la spiritualité, on va appeler ça spiritualité de manière plus globale, donc avec le yoga, j'ai commencé à voir que cette observation en fait des rapports de pouvoir sur l'extérieur me plaçait vraiment, comment dire, me plaçait comme extérieur en fait à ce que je vivais, à l'expérience. Donc j'ai cherché à unir ces aspects-là. Et puis après, ça a été quand j'ai été au Brésil aussi, toujours pour les études. J'ai fait une recherche aussi avec une perspective croisée du coup aussi au Brésil. Et c'est là que j'ai rencontré mon compagnon. Donc après, j'y suis retournée régulièrement. Et au Brésil, j'ai vraiment connecté à cette énergie féminine. J'ai commencé à participer à des cercles de femmes, à comprendre mon cycle, à comprendre mon cycle à travers l'expérience d'autres femmes en fait qui m'ont beaucoup beaucoup nourrie. Et c'est là que je me suis aperçue que j'étais dans un modèle très rationnel, très patriarcal, si on peut dire, très académique. Voilà, que tout ça, m'enfermait quelque part dans une vision du monde qui était assez éloignée finalement de ce que je vivais dans mon corps. Et donc, ça a été vraiment à partir de ces expériences-là que j'ai cherché à unir en fait ces deux aspects-là. Et puis, j'ai rencontré aussi l'écoféminisme brésilien. En Amérique latine, il y a vraiment aussi cette union des deux entre les mouvements spirituels et le politique. Donc, ça m'a beaucoup inspirée aussi.
Et c'est au Brésil en 2019 que j'ai rencontré, donc avec mon compagnon, on a rencontré ce mouvement qui s'appelait à l'époque Shakti Tantra Yoga, qui est initié par Claudio, qui est aujourd'hui, du coup, Claudio Fernandez, qui aujourd'hui a renommé son mouvement Corpo Alquímico, le corps alchimique, parce qu'il parle plus seulement du Tantra, mais aussi du Tao. Enfin, il s'inspire de plusieurs traditions ancestrales. Et donc, il propose une reformulation de pratiques matriarcales. Et c'est là que, pour moi, quand j'ai rencontré donc, ce mouvement et que j'ai découvert ces pratiques, ça a vraiment comme assemblé des pièces d'un puzzle parce que j'ai vraiment vu comment travailler le dedans et le dehors en même temps, en fait. Que vraiment, c'était reconnaître ces rapports de pouvoir que j'observais à l'extérieur, mais les reconnaître à l'intérieur de moi. Comment est-ce que je maintenais aussi ces rapports de pouvoir avec mon propre corps, avec mon cycle, avec comment j'avais intégré ces choses-là et comment est-ce que je peux transformer ça, que ça réverbère aussi à l'extérieur et que ça puisse créer une nouvelle réalité aussi, une réalité donc individuelle et puis collective. Ouais, fascinant, mais oui. Et puis ça résonne beaucoup avec le cheminement aussi, la prise de conscience, l'éveil de conscience que j'ai eu dans mon propre cheminement de yoga, puisque j'ai commencé aussi par le yoga. Merci beaucoup. Donc, Mm. c'est ça, tu as commencé à suivre, à recevoir ces enseignements au Brésil. Et justement, est-ce que, tu vois, en termes de vocabulaire, on est très peu éduqués à ce vocabulaire dans nos sociétés occidentales. On les utilise moins maintenant quand on parle de matriarcat, de sagesse matriarcale. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et tu as commencé à en parler hein, juste avant, mais j'aurais aimé peut-être savoir un peu plus au niveau historique, tu vois, qu'on parle un peu de choses qui ont été oubliées dans l'histoire, mais qui ont été très marquantes pour les femmes puisque le matriarcat, les sociétés matriarcales préexistaient aux sociétés influencées par le patriarcat telles qu'on les connaît aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu pour comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas le matriarcat aujourd'hui aussi, enfin dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui en Europe? Mm. Oui, oui, oui. C'est super important comme point que tu soulèves là, parce que du coup, le terme matriarcat, voilà, comme je disais, il est très mal compris. Et moi aussi, au début, quand justement j'ai rencontré ce mouvement de Shakti Tantra Yoga et qu'on parlait de euh, recréer une société matriarcale, pour moi, j'ai pas compris. Et même, je me rappelle que je suis intervenue en disant, mais le matriarcat, ça n'a jamais existé. On n'a jamais connu de société qui était dominée par les femmes. Parce que je pensais que le matriarcat, c'était ça, c'était l'équivalent inverse du patriarcat, où les femmes domineraient par la violence, du coup, les hommes. Ce qui n'a jamais existé, ces structures-là, cette structure hiérarchique, en fait, où les femmes seraient au sommet et auraient opprimé les hommes, ça n'a pas existé. Donc, en fait, c'est la compréhension du mot matriarcat qui était comment dire, qui n'était pas juste en fait pour moi, parce que c'est un discours qu'on entend beaucoup aussi que le matriarcat, c'est l'équivalent, enfin, et puis même phonétiquement, matriarcat et patriarcat, c'est du coup la même comment dire, construction du mot. Donc on a l'impression que c'est comme si c'était une structure sociétale qui est semblable. Sauf qu'en fait, il y a donc tout le travail de Haid Gotner Abendroth, qui a ouvert le champ d'études sur les sociétés matriarcales et autochtones. Il y a son livre qui est là, je l'ai pris ici pour le montrer aussi, qui est vraiment un livre de référence en fait sur les sociétés matriarcales, qui a permis de mieux comprendre ce que c'est le matriarcat. Et son travail est vraiment incroyable. Et Ouais, elle on montre que mettra justement, le matriarcat, le lien ou le nom sous dans la description de l'émission parce que ça peut être intéressant. Mm. oui, pour celles et ceux qui veulent le retrouver. C'est vraiment un travail passionnant. En plus, du coup, en fait, elle a rassemblé des études sur les matriarcats qui existent aujourd'hui. Elle ne parle pas d'un matriarcat ancien, elle parle de matriarcats qui existent encore aujourd'hui. Donc, ils existent sur tous les continents, sauf en Europe. Il existe encore des sociétés matriarcales. Et donc, en mettant en perspective ces différentes sociétés, ces différentes formes d'organisation, on peut voir quels sont les critères qui font que c'est ou non un matriarcat. Et alors, pour expliquer un petit peu pourquoi on utilise ce mot de matriarcat, en fait, arché, le suffixe arché en grec,
Il veut dire domination, donc c'est dans ce sens-là qu'il est utilisé dans le mot patriarcat, mais il veut aussi dire dans son sens premier les débuts. Donc le matriarcat, ça signifie la société des mères depuis le début en fait. Donc là, on utilise dans son sens premier. C'est dans ce sens-là qu'on utilise archétype quand on parle de l'archéologie. C'est vraiment l'étude des débuts, des origines. Ou archétype, c'est le type voilà, du début de l'origine et pas dominant en fait. Donc il y a ces deux sens-là. Donc c'est pour ça que ça porte à confusion, le terme de matriarcat. Mais elle a fait tout un travail justement pour que ce mot il existe et qu'on n'en emploie pas un autre parce que c'est important comment dire, de revendiquer ce terme pour justement valoriser et honorer aussi les connaissances de ces sociétés-là qui économiquement, politiquement, socialement, culturellement ont été créées par les femmes et que du coup les hommes et des femmes se sont comment dire, on fait en sorte de retransmettre ces valeurs-là, en fait. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est, à son sens, important de restituer toute la valeur de ce terme de matriarcat. Donc, il y a un travail voilà, de reconstruction de qu'est-ce que ça veut dire le matriarcat. Et donc, parfois, on parle aussi de société matrilinéaire, matrifocale. On trouve voilà, plusieurs termes mais qui ne sont pas vraiment équivalents. Bon, ça, c'est des discussions plus académiques. Mais finalement, souvent on parle de la même chose et c'est des sociétés où on retrouve des caractéristiques en fait communes qui sont socialement du coup le fait que euh, les, les femmes soient au centre, plus particulièrement aussi les mères qui soient au centre, mais elles sont au centre de la société mais pas au sommet. Ça c'est important. Et donc, l'organisation familiale est tournée autour de la mère ou de la famille maternelle. Au niveau économique, c'est des sociétés qui fonctionnent avec une économie du don et du partage de ressources. Donc, une circulation des ressources et non pas une économie d'accumulation, comme c'est le cas dans le patriarcat. Au niveau politique, ce sont des sociétés qui sont horizontales, donc il n'y a pas de hiérarchie, même si les voix comment dire, les grandes mères sont consultées et leurs conseils sont écoutés avec beaucoup d'attention. Par exemple, elles ont un seul vote quand il s'agit de prendre des décisions dans le village ou la communauté. Et donc, c'est vraiment des sociétés qui fonctionnent sur le consensus. Donc, les décisions sont prises par consensus. Tant qu'il n'y a pas consensus, il y a encore discussion. Et puis, au niveau culturel, donc c'est aussi la partie qui est vraiment fascinante, c'est que ce sont du coup des sociétés qui sont basées sur le culte de la grande déesse, et donc la grande déesse qui est comprise comme l'énergie primordiale, en fait, l'énergie de vie, l'énergie qui régit le vivant, la cyclicité. Et donc c'est la déesse qui à la fois donne la vie, mais donne la mort, et permet aussi la régénération, en fait, de la vie. Donc, ce sont des sociétés qui placent au centre, qui sont profondément égalitaires. Ça, c'est important aussi de le mentionner. Vraiment, c'est profondément égalitaire entre les sexes, entre les genres. Et c'est vraiment des sociétés pacifiques qui mettent au centre les valeurs de préservation, de création, de nutrition, en fait, de la vie. Oui, il y a vraiment une proximité, une intimité avec la nature, en fait, et avec ouais, la compréhension, l'intégration, la connaissance de ce qui se passe dans la nature et de comment fonctionnent les cycles naturels et de comment on est complètement intégré à ces cycles naturels, hein, puisqu'on écoute la sagesse de l'énergie féminine, de la cyclicité, et on écoute même dans les instances culturelles, politiques, sociétales, la sagesse des femmes, des grands-mères elles-mêmes. Fait qu'il y a vraiment Mm. comme une... Ouais, ce qui me venait, c'est vraiment cette proximité, cette intimité avec le principe féminin, en fait, qui est reflété dans la nature, dans la compréhension des cycles et, euh, et qui est symbolisé par la grande déesse, comme tu l'as nommé. Mm. Parce que Oui. là aussi, hein, c'est un terme, c'est des vocabulaires qu'on n'entend pas en Occident et en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire que de vivre dans une culture
qui montre son respect à la grande déesse, c'est pas quelque chose qu'on comprend. Donc, comment on peut arriver avec notre mental français, occidental, à comprendre qu'est-ce que ça veut dire et quel est le bénéfice et quel est oui, l'intérêt de faire revenir ça ou comprendre ça dans notre vie moderne actuelle, en tant que femme en plus. Donc, ouais, donc c'est vraiment quelque chose du coup dont on va continuer à parler dans notre émission, mais pour moi, c'est la première chose qui venait, c'est vraiment de retrouver cette proximité, cette intimité, cette familiarité avec la vie telle qu'elle se déploie tout autour de nous dans la nature, parce qu'on est aussi ça, on n'est pas séparés. Et c'est un peu ça le drame tragique des sociétés occidentales, de s'être considérés comme séparés et comme différents de ce qui est tout autour de nous, en fait. Oui. Ouais. Oui, complètement. En fait, c'était une forme, ce sont des formes d'organisation de la société qui sont vraiment, qui reposent sur l'observation de ces rythmes de la nature et ces rythmes qui nous habitent aussi, qui sont, voilà, qui sont dans tout le vivant, en fait, qui régissent vraiment le vivant. Comme tu dis, cette intégration, finalement, dans tout dans le monde qui nous entoure, dans lequel on est. Et oui, ouais, ouais. Et justement, dans l'intégration de cette et la reconnaissance hein, de cette culture du principe féminin, de révérence, puis d'intégration du principe féminin, euh, il y a une voie concrète pour l'intégrer dans nos vies dont tu as fait l'expérience, que tu as commencé à pratiquer et que tu enseignes. Donc, ça serait un moyen justement pour les femmes qui nous écoutent, pour la femme moderne en Occident, de comprendre un petit peu comment se reconnecter à cette culture matriarcale. Donc, Mm. ça a été, tu l'as nommé, ça a été par la rencontre avec le Tantra Yoga matriarcal. Oui. Alors, peut-être que, enfin, je sais que on en avait parlé un petit peu avant notre émission, tu voulais nous permettre de comprendre un petit peu historiquement d'où vient peut-être ce type de yoga dans le contexte du yoga plus traditionnel que l'on connaît hein, et dont on a fait l'expérience toutes les deux. Oui, 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 complètement. Et il y a un truc qui m'est venu aussi avant, peut-être qu'on parle du yoga et de l'histoire du yoga, c'est aussi pour situer un petit peu le matriarcat au niveau des dates. C'est vrai que le matriarcat, en fait, là, ce qu'on a comme élément pour pouvoir le dater, on sait que ça, c'est une période qui s'est étendue sur au moins 40 000 ans. En Europe. Donc, c'est pas, voilà, c'est juste pour pouvoir resituer parce qu'en fait, euh, et probablement, il aurait déjà existé avant aussi, c'est juste qu'on a moins d'éléments pour pouvoir l'affirmer. Mais c'est en tout cas au moins une période de 40 000 ans jusqu'à la fin du néolithique. Et le néolithique, c'est à peu près moins, enfin, c'est du coup 4 000 ans avant notre ère. Donc, il y a 6 000 ans, Ouais. ça aurait été la fin du matriarcat et le début de structure hiérarchique patriarcale. Notamment, du coup, en Europe, on a vraiment des éléments qui permettent de dire qu'en fait, il y avait cette culture, ce qu'on appelle la vieille Europe, il y avait cette culture de la grande déesse, hein, de la révérence à la grande déesse. Donc, je trouve que de remettre aussi les dates, ça permet de prendre conscience de l'échelle et de voir que dans l'histoire de l'humanité, en fait, on a beaucoup plus de mémoire du matriarcat, en fait, que du patriarcat, finalement, même si... Évidemment, 6 000 ans, c'est quand même beaucoup. Et ça a imprégné énormément voilà, les relations qu'on va tisser avec notre corps, avec nous-mêmes, avec voilà, les relations entre hommes et femmes, etc. Tout ça, ça a eu le temps d'imprégner, bien sûr, et c'est extrêmement violent, ça continue d'être présent, patriarcat, mais de prendre conscience qu'en fait, il y a quelque chose de vraiment beaucoup plus grand, beaucoup plus originel aussi, qui est là et qui soutient en fait la manière dont on a construit notre compréhension du cosmos, notre compréhension du monde et notre relation à la vie. Ça permet de déjà voir que ces mémoires, elles sont présentes en nous, en chacune, et qu'on peut les contacter. Qu'on peut les contacter.
Tout à fait, oui. Et pour des esprits plus cartésiens, justement, on le voit notamment au travers de l'épigénétique qui a mis en évidence que on, on- on a les transmissions dans nos lignées, via l'ADN et tout ça, de ces mémoires, justement, de ces empreintes, de ce qui a été vécu par le passé et qui est présent aujourd'hui sur la planète, hein. Comme on disait, il y a encore des sociétés, des communautés traditionnelles dans d'autres parties du monde qui ont encore ces valeurs, ces fonctionnements, et que l'on voit aussi au travers justement des traditions celtiques, par exemple, ici en Europe, en Grande-Bretagne. Enfin, on voit les traces qui sont encore là aussi par les vestiges, par ce qui a été retrouvé, les statuettes, tous les symboles qui sont encore présents. Donc, c'est une éducation, je pense, du coup, qui a vraiment été perdue par toute la modernisation, l'industrialisation, la technologisation, mais de toutes nos sociétés, en fait, depuis plusieurs millénaires. Mais c'est ça. Et pour moi, tu vois, dans mon travail, il y a aussi l'appel intérieur, je trouve, qui se fait de plus en plus fort chez les femmes, que ce soit au travers des symptômes qui deviennent vraiment intolérables à vivre et qui amènent la femme à un éveil. Mais ça peut être l'appel intérieur comme moi, et je pense comme toi aussi, qui a été un appel vraiment de spirituel, de notre être, de notre moi profond qui nous a emmenés à une quête, à continuer à chercher parce qu'on sentait qu'il y avait autre chose. Donc, ces mémoires, elles sont, ouais, elles sont là, elles sont disponibles, ouais. Mm. Ouais, ouais, complètement, complètement. Et voilà, après, ça peut prendre des voies vraiment différentes, comme si cette quête, elle peut voilà, se manifester à travers des chemins vraiment différents, des pratiques différentes. Et moi, ce qui m'a en tout cas parlé, ce qui m'a appelé, c'est la voie du tantra yoga matriarcal, donc que j'ai rencontré à travers euh, le mouvement du Shakti Tantra Yoga. Et voilà, le tantra, c'est aussi une tradition qui m'a beaucoup, qui a résonné énormément dans sa proposition aussi d'être pleinement intégré dans la trame de la vie, dans les relations, en fait, de partir du principe que le monde dans lequel on est, c'est pas une illusion, on est dans un monde réel, concret, et tout ce qu'on va vivre, toutes les expériences qu'on va faire vont nous permettre d'évoluer individuellement, mais aussi collectivement, et donc pour nous permettre d'être davantage conscients. Et c'est un chemin qui peut se faire aussi dans la joie, dans le plaisir. Et tout ça, c'est en fait finalement le pourquoi on est là, quoi. C'est évoluer en le faisant dans le plaisir, dans la joie. Donc c'est quelque chose qui, je trouve, extrêmement positif aussi comme, comme voie, en tout cas, de cette perspective sur la vie et le Ouais. pourquoi. Oui, puis C'est, j'ajouterais que c'est essentiel pour recontacter vraiment l'énergie féminine qui est dans le plaisir, la reconnexion au plaisir, hein. Mm. Oui, complètement. Et du coup, pour parler un petit peu aussi des mots, quand on dit la Shakti, donc je parle beaucoup de la Shakti, même le journal qu'on avait écrit, c'est le journal de la Shakti. Et Shakti, en fait, donc pour les personnes peut-être qui connaissent pas forcément le tantra, mais c'est le mot qu'on utilise dans le tantra pour parler de cette énergie féminine primordiale. Elle prend des noms différents selon les traditions. Dans le tantra, on parle de Shakti. Et il y a une phrase qui est voilà, très courte et en même temps très révélatrice dans les tantras qui dit la Shakti prend plaisir à créer. Et donc, c'est vraiment cette force de création qui se fait dans le plaisir. Et comme tu dis, c'est voilà, le principe même féminin, euh, euh, ce qui est naturel, ce qui peut être voilà, inné et duquel on est coupé, en fait, duquel on a été coupé. Donc, recontacter ça, c'est remettre en mouvement cette énergie qui nous anime et qui nous permet de déployer ce qu'on a à déployer dans le plaisir avec légèreté aussi. Ouais. Ouais, et justement, tu vois, je trouve intéressant aussi parce qu'on parle de termes, hein, de vocabulaire. Et donc, tu vois, moi, je parle d'énergie féminine ou d'énergie masculine. Puis pour nos auditrices sur le podcast, notamment, vous avez, dans les dernières émissions, j'ai parlé d'énergie masculine, d'énergie féminine, du travail des polarités.
Et effectivement, ça vient du tantra. Et les termes en sanskrit sont donc la Shakti, Shiva et Shakti qui représentent en fait en termes d'archétype l'énergie féminine, l'énergie masculine. Et ce sont des dynamiques qui sont présentes à l'intérieur de nous, qui influencent notre personnalité, qui influencent nos comportements. Et donc, on n'est pas en train de parler là non plus de quelque chose qui est archétypal à l'extérieur de nous. Ça, c'est vraiment important de Mm. petit à petit, en fait, d'apprendre sur qu'est-ce que c'est quand on parle d'énergie féminine et de Shakti. Ce sont vraiment des parties de notre personnalité. Donc, Mm. qu'on apprend peu à peu à rencontrer et sur lesquelles on va apprendre, comme tu as commencé à le nommer, comment elles ont été influencées, blessées, déformées, perverties par les dynamiques dans la société qui sont présentes au niveau de notre société moderne et comment on peut petit à petit aider ces parties de nous à pouvoir se guérir, se libérer et retrouver le contact avec l'essence même, la vraie nature de ce qu'est la Shakti, l'énergie féminine. Oui, 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 c'est super important. Merci de le nommer aussi, que c'est ça quand on parle de la Shakti, c'est vraiment quelque chose aussi qui est en nous, en fait. C'est justement cette idée de reconnaître les manifestations de la Shakti en nous, dans notre corps et dans toute la matérialité, en fait, dans notre corps, à travers notre cycle menstruel, à travers euh, peut-être l'enfantement, ça peut être d'autres, enfin, toutes les expériences qu'on va pouvoir vivre, la ménopause, les ménarches, les premières lunes, tout ce qu'on va pouvoir vivre en tant que femme, l'orgasme aussi féminin. Tout ça, ce sont des manifestations de la Shakti, donc de manière différente. Mais donc, c'est comment est-ce que cette Shakti, cette force primordiale, parce qu'on parle d'énergie sexuelle, mais ça va vraiment au-delà de la sexualité aussi. C'est l'énergie qui nous met en mouvement. Comment elle se manifeste en nous? Et comment est-ce que je peux, du coup, travailler, entre guillemets, à partir de cette énergie-là? Comment est-ce que je peux, du coup, diriger cette énergie pour me nourrir mes projets, nourrir mes relations, faire fleurir ce que j'ai envie de faire fleurir, transformer ma réalité si j'ai besoin de la transformer. Donc, voilà, comment est-ce que je peux la mettre au service, en fait, de ma vie et du vivant? Oui, Oui, de tout à manière... fait. Et comment elle a été teintée et comment elle a été limitée et comment elle a été déformée. C'est ça qui va nous permettre de la réorienter, de pouvoir vraiment la récupérer, en disposer de façon saine. Mm. Oui, 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 complètement. Je me rappelle qu'il y a une émission aussi où tu parles des différentes étapes de reconnexion à cette énergie féminine. C'est super intéressant aussi. Et c'est vraiment, voilà, il y a une reconnaissance, une réconciliation. Enfin, il y a différentes étapes aussi dans ce travail avec cette énergie de Shakti. Ouais. Et peut-être pour parler un petit peu de comment nous, enfin, de ce que j'ai expérimenté à travers le yoga, Tantra Yoga matriarcal. Euh, alors déjà, pourquoi est-ce qu'on parle de yoga matriarcal? Ben, en fait, c'est parce que c'est une reconnaissance des origines féminines du yoga aussi. Parce qu'aujourd'hui, le yoga qu'on connaît classiquement, qu'on pratique et qui est enseigné, c'est un yoga qui a été patriarcalisé. En grande partie, hein, c'est donc tout ce qui est dérivé du hatha yoga. En fait, le hatha yoga, les textes qui ont été écrits sur le hatha yoga, c'était déjà des textes qui s'adressaient à des hommes, pour des hommes qui menaient une vie ascétique, donc qui n'étaient pas en contact avec le monde, avec de la vie de famille, avec voilà, le contact avec l'argent, enfin, qui étaient vraiment, du coup, qui choisissaient une vie de renoncement. Donc, c'est des pratiques qui sont quand même assez éloignées de aujourd'hui, ce qu'on peut vivre en tant que femme et femme moderne et immergée dans la société avec un travail, avec peut-être une vie de famille, avec voilà, enfin, tout ça. Donc, Oui, c'est puis assez qu'à éloigné. la base, il n'y avait pas, il ne faisait pas l'expérience de cycle menstruel. Il ne faisait pas Voilà. l'expérience de donner la vie. Il ne faisait pas l'expérience d'allaiter des enfants. Donc, Mm. il ne pouvait pas y avoir d'intégration de tous ces aspects-là de la vie féminine dans leur pratique. C'est comme... Exactement. Exactement. Du coup, il n'y a pas la voix des expériences féminines, elle apparaît pas dans les textes sur le hatha yoga. Et Et même donc, après, quand il a été transporté en Occident via l'Amérique du Nord,
en fait, en Inde, ça a été très influencé aussi par la guerre qui a amené les Britanniques en Inde et où le yoga a été adapté aux soldats. Donc, le Mhm. yoga ensuite qui a été transféré en Occident est une pratique très, très adaptée au corps masculin pour l'entraînement militaire. Et ça, on l'a oublié. Enfin, on ne le sait pas en fait. La majorité des gens ne le savent pas. Donc, tout ce Ouais. qui est push-up, chaturanga, tout ça. Exactement. Il y a énormément de pratiques aussi debout qui ne sont pas des pratiques traditionnelles à la base, mais qui sont intégrées aussi de la vision britannique du travail corporel, enfin, de la gymnastique du coup britannique finalement, qui était exercée dans les collèges en Inde. Donc ça, c'est vraiment comprendre comment le yoga il a été façonné. Il a été vraiment façonné de mille façons, enfin, de façon très, enfin, il y a autant de pratiques, de types de yoga que de pratiquants et pratiquantes. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est un mouvement culturel. Donc, à chaque fois qu'on va justement pratiquer, on va y ajouter notre propre expérience. Donc, c'est ce qui fait aussi la richesse de cette technologie du yoga, c'est que chacun et chacune va y ajouter sa propre expérience. Donc, c'est ce qui est fascinant. Et il y a eu vraiment de multiples transformations. L'occidentalisation, ça a été aussi une grande, grande transformation du yoga. Évidemment, il a été adapté à une compréhension, enfin, voilà, à une perception de la réalité qu'on avait ici en Occident, donc qui est encore très différente de la manière dont c'était pratiqué en Inde. Et, euh, et voilà, il y a eu cette vague aussi de patriarcalisation du yoga qui remonte justement au moment où il y a eu le début des sociétés patriarcales, donc probablement déjà il y a donc 3000 ans avant notre ère, c'était déjà des structures patriarcales. Donc en fait, le moment où il y a eu des écrits sur le yoga, c'était déjà cette culture patriarcale qui était prédominante et donc les femmes avaient déjà été exclues du yoga en fait. Et quand en fait, aujourd'hui, les recherches du coup enfin, convergent vers le fait que les origines du yoga étaient féminines, elles sont féminines en fait. Il y a vraiment des racines féminines dans le yoga, dans le sens où c'était d'abord justement l'observation des processus physiologiques qu'on peut expérimenter donc, dans un corps féminin, ce dont on parlait, donc les cycles menstruels, la ménopause, l'orgasme, la grossesse, l'enfantement, l'allaitement, tout ce qui va être lié à l'expérience féminine du fait d'avoir un utérus physico-énergétique. Tout ça, en fait, sont des processus qui nous permettent d'accéder à des états de conscience modifiés. Euh, et du coup, c'était l'observation fine de ces états-là et c'est la manière dont ces processus amenaient les femmes vers des états altérés de conscience qui auraient motivé, qui auraient été à l'initiative en fait de rechercher des pratiques corporelles, respiratoires, méditatives, enfin tout un type de pratiques pour pouvoir induire volontairement des états altérés de la conscience. Donc c'est vraiment en fait, voilà, le corps féminin a été l'inspiration des pratiques de yoga. Donc, c'est revenir aussi à la source. Et donc, les femmes étaient littéralement initiatrices. Elles étaient au centre et elles ont eu un rôle majeur, un rôle central dans la création, le développement des pratiques de yoga. Et donc, ça, c'est aussi important de le ramener parce qu'aujourd'hui, OK, on retrouve déjà, aujourd'hui, la majorité des pratiquants sont des femmes, pratiquantes de yoga, plus de 80% des pratiquantes. Et pourtant, les enseignants sont des hommes, les gourous sont plutôt des hommes. Donc, il y a ce contexte-là du yoga où on retrouve de plus en plus de yoga féminin aussi, de yoga au féminin, le yoga pour le cycle menstruel. Mais d'avoir cette perspective-là historique aussi, c'est comprendre que c'est revenir à ramener la posture d'initiatrice aussi, la place d'initiatrice, le rôle central, fondateur en fait des femmes dans le développement du yoga et pas simplement féminiser un yoga qui était adapté à un corps masculin en fait. C'est aussi revenir à des pratiques qui étaient fondamentalement inspirées par le fonctionnement du corps féminin. Donc repartir de de la compréhension de son propre corps et la reconnaissance des potentiels de notre propre corps. Mhm. Et, Oui, et tout ça. c'est beau. On le voit aussi dans le taoïsme, hein, les femmes étaient les initiatrices, les prêtresses.
notamment dans la cour des empereurs. C'est elle qui initiait à la compréhension de la circulation de l'énergie dans le corps, de la reconnexion à notre... qu'est-ce que c'est d'être humain et de vivre avec un corps humain qui est complètement connecté au cosmos, qui est complètement connecté au cycle et donc les femmes initiaient les autres femmes et les hommes en fait à mieux comprendre. Ouais. Donc c'était présent dans les traditions anciennes. Mm. Oui, oui, complètement. Et donc, quand on parle de patriarcalisation du yoga, c'est pas simplement que les pratiques ont été adaptées à un corps masculin, c'est aussi qu'il y a eu cette exclusion des femmes de toute la sphère du yoga. Il y a eu cette exclusion. Donc, il y a eu deux choses en même temps. Il y a eu le fait que ce soit adapté à un corps masculin et que les femmes aient été, du coup, elles soient passées du rôle de protagoniste à un rôle d'observatrice, puis petit à petit, en fait, même, du coup, invisible, en fait, invisibilisée, du coup, de la sphère du yoga. Et que ça a été comme si c'était un domaine qu'il a fallu reconquérir, en fait, l'espace de pratique du yoga. Et, euh, et donc, cette perspective du yoga matriarcal, c'est revenir aux sources, finalement. Alors, bien sûr, avec une réadaptation, une reformulation, parce qu'en fait, justement, comme c'était des pratiques qui étaient transmises de manière orale ou viventielle, en fait, il n'y avait pas d'écrit à ce moment-là. Donc, c'est aussi reformuler en fait les pratiques issues de ces traditions anciennes, matriarcales, qui permettent de reconnaître ces potentiels du corps féminin et de les déployer, de les cultiver. Parce qu'en fait, on parle des siddhis, le mot sanskrit siddhis qui veut dire les pouvoirs, en fait, hein, les pouvoirs du corps féminin. C'est plus que des pouvoirs, c'est vraiment un potentiel. Donc, on peut très bien aussi vivre toute notre vie sans forcément les développer et les déployer, les cultiver. C'est vraiment quelque chose qui est possible, une capacité du corps, mais c'est en la connectant, en l'activant et en faisant circuler, enfin voilà, en allant vraiment la déployer, qu'on va pouvoir la vivre pleinement. Ouais. Ouais, et là-dessus, tu vois, j'ajoute qu'on va pouvoir aller petit à petit éplucher, guérir, intégrer, résoudre tous les traumatismes et les couches qui se sont accumulées et qui empêchent à la reconnexion à cette énergie, à la libre circulation de l'énergie vitale qui vient de l'utérus. Et donc, je Oui, trouvais ça vraiment très beau, la manière dont tu disais, et je pense que c'est vraiment le cœur de cette voie, c'est de prendre conscience du potentiel psycho-spirituel de notre corps et notamment du centre de l'utérus qui peut amener la femme dans des états différents, altérés de la conscience pour reconnecter en fait à sa vraie nature et à la Shakti dont on parlait au début, à l'énergie Shakti. mhm. Donc, est-ce que tu pourrais ouais, nous parler un petit peu plus justement de ce point de départ-là, qui est la reconnexion à ce centre et l'importance de ce centre de l'utérus? Ouais. Oui. Oui, alors dans le tantra yoga matriarcal, on connecte principalement à notre yoni, à notre matrice, notre utérus. Et yoni, j'aime bien utiliser le mot yoni parce que déjà c'est le mot sanskrit qu'on utilise dans le tantra et c'est aussi l'utérus, pas à la fois, pas seulement physique. Déjà c'est tout l'appareil génital féminin, pas simplement l'utérus. C'est vraiment utérus, trompe, ovaire, col de l'utérus, canal vaginal, vulve. Voilà, donc c'est vraiment l'ensemble. Et tout ça, ça forme, et périnée, et ça forme un- une continuité. Et puis, c'est aussi le centre énergétique. C'est pas simplement l'utérus physique, qui, bien sûr, a une correspondance. Enfin, c'est en fait la particularité aussi de la yoni, c'est elle est à la fois dans le dense et dans le subtil. C'est les deux. Alors, tous nos organes, hein, mais la yoni particulièrement parce que c'est le centre de création littéralement le centre de création biologique hein, d'une autre vie, d'un autre être humain. Et donc, c'est le centre où on va canaliser l'âme, canaliser au niveau subtil, hein,
l'âme du bébé et lui permettre ce passage dans la matière, dans le monde. Ouais, Donc, c'est c'est pour vraiment ça qu'il y un a une portail dimension. entre les deux mondes. Ouais, c'est C'est important. ça. Exactement, c'est un portail et c'est, comme tu en parlais aussi, un endroit où on va emmagasiner et enregistrer un certain nombre aussi de mémoires, d'expériences qu'on va vivre dans cette vie ou qu'on a reçues aussi, hein, de manière transgénérationnelle ou à d'autres niveaux. Et donc, c'est aussi un lieu où on va garder des mémoires, en fait, un lieu où on va un petit peu filtrer nos expériences et on va avoir ce registre-là ce bagage qui va nous accompagner. Et c'est des mémoires tant voilà, plus difficiles, plus traumatiques, mais aussi beaucoup de mémoires positives et ces sagesses, justement, euh, matricielles, ces sagesses matriarcales, cycliques, auxquelles on peut reconnecter. Donc, quand on pratique avec le Tantra Yoga matriarcal à partir de notre yoni, à partir de cette énergie sexuelle, notre énergie qui est contenue dans l'utérus, on va aussi réveiller ces mémoires-là. Et surtout, donc, comment est-ce que ça se passe? C'est que du coup, on va euh, d'abord tout simplement reconnaître cette énergie cyclique, cette énergie qui habite notre yoni. Et puis après, on va la faire circuler donc dans notre corps à travers des circuits énergétiques qui existent dans le corps féminin, en fait, et qui sont peu utilisés dans les types de yoga plus conventionnels qui utilisent principalement le circuit énergétique arrière et le circuit ascendant du coup le long de la colonne vertébrale. C'est souvent ce qu'on retrouve dans le développement, dans l'éveil de la Kundalini. Voilà, on parle beaucoup de faire monter l'énergie le long de la colonne vertébrale. Donc, c'est une manière de faire monter l'énergie, effectivement, et c'est aussi une voie qui fonctionne. Mais pour le corps féminin, il y a d'autres voies qui existent et qui sont plus faciles et plus immédiates, on va dire, plus naturelles. Enfin, par exemple, le circuit ascendant, qu'on appelle le circuit orgastique, qui connecte le clitoris jusqu'au bout de la langue et qui est le circuit ascendant antérieur sur la partie avant du corps. Donc, c'est des circuits qui existent aussi et qui sont mobilisés justement pendant l'orgasme, quand c'est un orgasme féminin ascendant. On va pouvoir ressentir déjà cette énergie qui circule de cette manière-là. Donc, le tantra yoga matriarcal, il part aussi du principe que on a des systèmes énergétiques différents dans un corps masculin que dans un corps féminin. Et ici, on ne parle pas d'identité de genre, mais on parle vraiment de Physiologie. partir de notre réalité physique, matérielle et énergétique. Juste comprendre comment notre énergie fonctionne dans notre corps. Qu'on ait ou non un utérus, qu'on se sente homme ou femme, qu'on se sente aucun des deux. Voilà, c'est juste comment notre énergie circule dans notre corps, partir de qui l'on est, où l'on est, et à partir de là, on peut être qui on veut, en fait. On peut se sentir comment. Voilà, après, on peut vraiment orienter cette énergie comme on le souhaite. Mais ce qu'il y a, c'est de partir de notre réalité, de notre cyclicité, de notre réalité hormonale, cyclique, émotionnelle, qui est fluctuante, hein, qui est tout le temps en évolution, notre réalité matérielle aussi, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, en fait. Vraiment, donc, du coup, construire une pratique psycho-physico-énergétique. C'est ça, le yoga, il agit sur les trois plans, hein, physique, psychique et énergétique. Et comment est-ce que cette énergie, du coup, je vais la mettre au service de ce dont j'ai besoin aujourd'hui dans ma réalité matérielle. Peut-être que j'ai besoin, je sais pas, enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà, dans mes relations, de quoi est-ce que je vais avoir, de quoi est-ce que je vais avoir besoin au niveau matériel, si c'est besoin peut-être de couper avec une relation qui est toxique, ben voilà, ça va être ça aussi. C'est concrètement, en fait, comment est-ce que ça va m'aider dans ma vie quotidienne, concrète, de déployer cette énergie pour que je puisse réunir les conditions pour voilà, exprimer ma puissance, exprimer euh, ma créativité, etc. Ouais, ouais. Ouais, je te remercie, ouais. Et justement, est-ce que je serais intéressée que tu nous parles de comment tu le partages, tu vois, comment les femmes peuvent commencer à s'initier à travers toi, par quoi tu les fais commencer, tu vois? Serait un point de départ? Et donc, ça Mm. pourrait nous permettre de voir un petit peu qu'est-ce que tu offres concrètement. Oui, alors le grand point de départ, c'est vraiment l'auto-observation, la compréhension de sa propre énergie cyclique, de connecter à son cycle,
de connecter à l'énergie qui nous habite. À travers le journal de la Shakti qu'on proposait. Mais du coup, là, on part vers d'autres propositions. Je pars vers d'autres propositions. Donc, le journal de la Shakti, c'était la dernière édition cette année. Et aujourd'hui, je propose du coup justement des formations et c'est plus des transmissions parce que formation, le mot est un petit peu enfermant, je trouve. C'est plus des transmissions euh, justement de pratiques et des chemins d'exploration personnelle et collective, donc à la fois en autonomie et en reliance. Donc, je propose une transmission autour du périnée. Ça, c'est pour moi aussi la première étape, c'est justement de connecter à cette énergie de notre yoni et vraiment de prendre conscience aussi de tout l'aspect physiologique, de l'aspect anatomique aussi de notre périnée musculatoire pour aller affiner nos perceptions, nos ressentis subtils dans notre yoni, dans notre périnée, et donc du coup recevoir davantage les messages en fait, les messages que notre yoni a à nous délivrer, donc les sagesses qui sont présentes dans notre yoni. Donc c'est déjà tout un travail de reconnexion, et c'est un chemin voilà, que je propose de vivre ensemble sur 3 mois. Donc ça, c'est l'accompagnement du coup collectif de Périnée Conscient. Et après, je propose aussi, donc l'étape suivante, je le vois comme une continuité, c'est le cycle de la yogini. Et donc, c'est une transmission sur 6 mois de pratiques de tantra yoga matriarcal où on va vraiment plonger dans les pratiques qui vont permettre d'accompagner chacune des phases du cycle, mais plus largement, vraiment qui vont accompagner nos besoins, en fait. Euh, ça, c'est un chemin très transformateur aussi de notre relation à notre cycle, à notre corps et d'intégration de ces pratiques pour mettre cette énergie du coup au service de notre vie, de nos relations. Oui, ouais, c'est super beau, c'est super beau. C'est vraiment justement ouais, le besoin, je trouve, que l'on a, que l'on voit aujourd'hui dans notre société. Et comme on en parlait au début, où tu vois, moi, dans mon propre travail, je pense que peut-être que tu pourrais nous dire comment tu le ressens, mais moi, où je vois qu'il y a un appel chez la plupart des femmes maintenant qui vont petit à petit chercher à se reconnecter à elles-mêmes ou à mieux comprendre ce qu'elles vivent ou à essayer de trouver des solutions alternatives, holistiques à certains problèmes mystérieux qu'elles peuvent vivre et que le système médical actuel ou en tout cas la société dans laquelle on est ne peut pas mettre de mots dessus ou ne peut pas proposer d'accompagnement adéquat. Donc, pour moi, ça fait partie de ouais, de ce mouvement dans lequel aujourd'hui le principe féminin est en train petit à petit de s'ancrer, de s'enraciner dans nos sociétés modernes dans lesquelles il avait été occulté pendant un bon moment. Et dans mon travail, tu vois, dans la résolution des traumas, je suis arrivée par là, mais par moi aussi la même porte que toi, mais j'ai d'abord été vraiment dans les pratiques taoïstes de reconnexion à la yoni. Et après, je me rends compte que dans le travail de résolution des traumas, en fait, un des éléments essentiels, c'est la reconnexion à notre yoni, parce que elle va être le siège de mémoire et de blessure, comme tu l'as dit, mais elle va aussi être un élément de guérison qui est, pour la femme en tout cas, pour le corps féminin, qui est un élément fondamental. En se reconnectant à elle, on va pouvoir aider à résoudre, à réintégrer des parties de notre histoire qui ont été blessées. Mm. Ouais, fait que merci beaucoup de nous avoir partagé un petit peu tout ça. Et peut-être pour terminer, est-ce que tu aurais envie de compléter ou d'ajouter quelque chose Merci beaucoup, Corinne, pour cet espace que tu offres et cette possibilité aussi d'échanger sur ces sujets qui m'animent profondément. Et merci à tous pour votre écoute. Et moi, ce que j'aurais envie de partager, c'est que tu disais que voilà, la yoni, c'était ce point de connexion qui va être à la fois aussi notre guide sur ce chemin-là. Et ce qui est aussi
pour moi une grande source de guérison et un cheminement qui se fait dans la joie, c'est vraiment la reliance aussi, la résonance entre femmes. Donc, justement, ces espaces-là aussi que tu offres de rencontres. Mais voilà, dans tout ce que j'ai expérimenté ce qui était le plus fort, c'était vraiment cette connexion aussi aux femmes, aux autres femmes, et de voir comment les expériences de chacune réverbèrent en fait dans la nôtre et qui nous permet d'éclairer des facettes de nous, de nos potentiels. Et du coup, de faire ce chemin à la fois de soi à soi, de guérison à soi, mais vraiment aussi de chercher à se relier, à s'unir, à se rejoindre et à se rassembler, parce que du coup, on avance vraiment dans la beauté ensemble sur ce chemin-là. Oui, dans la beauté, dans le réconfort, la sécurité, dans ouais, l'amour aussi. Et je te remercie d'amener ce point parce que c'est vraiment quelque chose qui transparaît beaucoup à travers de ton travail, au travers des espaces que tu crées, qui sont en ligne. Les cycles de la yogini dont tu parlais, par exemple, est en ligne, mais on sent beaucoup et j'invite vraiment les auditrices à aller visiter. On mettra dans la description de l'émission les différents liens pour pouvoir aller découvrir ton travail, explorer les communautés que tu crées et on sent beaucoup cette reliance, cette sororité, cette communauté féminine ouais, qui est essentielle pour notre épanouissement en fait, hein, parce que comme tu l'as dit, l'idée c'est vraiment de reconnecter à notre essence qui est épanouie, Et donc du coup, ouais, ça me fait penser que tu as aussi des espaces en personne que tu crées. Je crois qu'il y a une retraite que tu vas offrir cette année. Mm. Oui, oui, il y a une retraite. Je suis super heureuse de proposer cet espace-là, une retraite du coup en présentiel en Ariège début septembre. Et pour le moment, c'est des retraites annuelles, donc il y en a une par an, justement pour pratiquer ensemble et vraiment exercer aussi cette résonance entre nous, nous initier les unes les autres à ces pratiques matriarcales et cheminer ensemble, partager nos expériences et que ce soit vraiment un temps de reconnexion, de régénération aussi profond voilà, sur notre chemin. Donc, il y a ce temps présentiel et peut-être des cercles aussi à venir, plutôt donc dans la région ariégeoise aussi. Oui, dans le sud-ouest. Femmes. Ça semble délicieux tout ça. Ouais. C'était un plaisir de t'accueillir, Karine. Vraiment, merci beaucoup encore pour être venue partager ta sagesse sur le podcast. Et n'hésitez pas à nous poser des questions lorsque vous écoutez l'émission ou vous la regardez sur YouTube. Posez-nous vos questions sous l'émission et on se fera un plaisir de vous répondre. Merci Oui, d'avoir été ouais, là, je vais Karine. devoir. Merci beaucoup, Corinne. Merci pour cette invitation. À bientôt. À bientôt.